Mesdames et messieurs, bonjour et Goma Moubarak, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Aux nouvelles nationales, la caravane de la solidarité continue sa tournée dans le nord du pays. Aux nouvelles mondiales, un réchauffement planétaire de plus de 1,5 degrés Celsius sur 12 mois consécutifs. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Ce mercredi 7 février 2024, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a lancé une exposition bilatérale qui met en avant les 127 ans d'amitié entre les deux pays frères. L'exposition, qui utilise les archives de l'ambassade sous forme de photos, de documents et de vidéos, est la première du genre depuis l'installation de la représentation diplomatique éthiopienne en 1897. Les relations entre l'Éthiopie et Djibouti sont parmi les plus anciennes et les plus solides que l'Éthiopie a établies avec les pays de la région. C'est en 1897, sous le règne de l'empereur Ménélique II, que l'Éthiopie a ouvert son premier consulat à Djibouti, marquant ainsi le début des relations officielles entre les deux pays. L'exposition a pour but de valoriser l'histoire diplomatique de l'Éthiopie, ses progrès diplomatiques actuels et ses perspectives pour des engagements diplomatiques futurs avec Djibouti, de reconnaître l'histoire diplomatique de l'Éthiopie et de Djibouti et leur potentiel pour des engagements diversifiés à l'avenir et d'apprécier les réalisations de la diplomatie éthiopienne jusqu'à maintenant dans le renforcement des relations avec Djibouti et de saluer la fraternité de longue date entre les deux peuples. L'exposition est destinée aux diplomates, aux secondes générations, aux chercheurs et à tous ceux qui désirent examiner la mission principale de l'ambassade pendant les 127 dernières années. Et donc, je vous le disais dans les titres, la caravane de la solidarité organisée dans la semaine dédiée à cette cause poursuit son périple dans la région du nord du pays. C'est jeudi 8 février, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est trouvée à Obok, et notamment dans la localité de Aleli Dada, située à plus de 100 km du chef-lieu. Sur place, la population a réservé un accueil chaleureux à la ministre et à son staff, ainsi qu'aux autorités locales, dont le préfet adjoint Mohamed Awad Mohamed et le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed, mais aussi des parlementaires. Comme il est de coutume dans cette contrée, le convoi a été accueilli à l'arrivée par des hommes à dos de dromadaires. La semaine de la solidarité étant une période consacrée essentiellement à la rétrospection, afin de mesurer l'impact des programmes et projets en faveur de la population. Il était ainsi primordial d'aller à la rencontre de la population afin de déterminer leur degré de satisfaction. C'est pourquoi la ministre Ouloufa Ismail Abdo a eu des rencontres avec les habitants de la sous-localité. Les responsables de la région ont remercié d'emblée la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, mais aussi la DDS pour les différentes actions menées dans la région d'Obok, et les particuliers dans cette zone reculée. Améliorer les conditions de vie des populations nécessite des interventions ciblées en fonction des besoins des communautés. C'est pourquoi le point fort de ces discussions a été la prise de parole des hommes et des femmes de Alaïlou qui ont souligné à tour de rôle les avantages des programmes d'UMAS pour aider les plus démunis et les aider à sortir de la précarité de l'artisanat. Ils ont remercié l'ADDS pour la mise en œuvre des programmes et n'ont pas manqué de rappeler les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et ont demandé qu'on leur apporte les appuis nécessaires. Ensuite, les élus de la région d'Obok, la députée Fatma Mohamed Hamadou et le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed, sont intervenus au cours de cette rencontre de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, avec la communauté de cette sous-localité. La députée et le président du conseil régional ont tout d'abord remercié la ministre pour toutes les réalisations et l'intérêt qu'elle porte aux populations en zone éloignée dans la mise en œuvre de la politique sociale du président de la République, Ismaïl Markele. Les représentants de la population ont également exprimé leur reconnaissance pour l'accueil exceptionnel mis en place en faveur de la délégation. Nous avons toujours joué notre rôle de lien entre vous et les autorités, mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire part de vos préoccupations directement à la ministre. Alors n'hésitez pas à la saisir, ont dit la députée et le président du conseil régional.
Nous le disons au tout début, la Semaine nationale de la solidarité permet au ministère des Affaires sociales et des Solidarités de s'enquérir sur les avancées et impacts des programmes exécutés à la population de faire part de ces requêtes. C'est dans ce sens qu'une séance d'échange ouverte et franche a eu lieu durant la rencontre entre la ministre Ouloufa et les habitants de Alaïli Dada et ses environs. Prenons la parole, la communauté réunie sous l'arbre où elle échange traditionnellement a tout d'abord exprimé ses remerciements au ministère des Affaires sociales et des Solidarités et à l'ADDS pour la concrétisation de plusieurs projets axés essentiellement sur l'accès aux services sociaux de base. Différents sujets ont été ainsi soulevés par les hommes et les femmes d'Alaïdou. Il s'agit entre autres de la route menant au village et ses environs, une piste en piteux état qui empêche la population d'échanger avec quiconque en dehors du village. Puis le problème des structures de santé, de l'agriculture, du chômage et un manque de formation pour les jeunes filles qui aimeraient se lancer dans des activités génératrices de revenus. On écoute à présent un extrait de l'intervention de la ministre Ouloufa Ismaël Abdo. Et la députée, comme ils l'ont bien expliqué, c'est la Semaine nationale de la solidarité. Et dans ce cadre, le président nous a vraiment recommandé et exhorté d'ailleurs d'aller voir la population, mais pas seulement la population accessible, même la population la plus éloignée, celle, comme vous l'avez dit, est située à la frontière, c'est ceux-là même qui sont prioritaires pour qu'on vienne écouter leurs doléances. Plus la localité elle est éloignée, et plus je suis contente de venir, et je suis très contente de venir à Alaïli Dada. Et vous m'avez également invité à aller à Adgueno, Inch'Allah, je vais y aller, Inch'Allah. La bonne nouvelle, c'est que dans le nouveau projet, où il y aura, Inch'Allah, 80 DCC, c'est les infrastructures sociales de base, mais qui sont conduites par la communauté. Sur les 80, pour la région d'Obok, Alaïli Dada sera une priorité pour le ministère, Inch'Allah, et pour la DDS. J'ai noté également le local communautaire pour les jeunes filles qui voulaient faire de l'artisanat, et ça, Inch'Allah, ce sera en partenariat avec l'Union nationale des femmes du Djibouti. Donc je vous présente Madame Roukia, qui est la représentante de l'UNFD. Elle a été mandatée par la Première Dame pour venir écouter les doléances spécifiquement des femmes et des filles. Et Inch'Allah, c'est avec eux qu'on exécute ça pour la formation professionnelle. La députée Fafi également a dit que l'antenne de l'UNFD de Bok pourrait vous aider. Et Inch'Allah, vous aurez non seulement le local communautaire, mais également les formations professionnelles et tout le savoir-faire via l'UNFD, biiznillah. Je vais aborder maintenant les caisses. Il y a deux caisses, comme je l'explique à chaque fois. Il y a une caisse qui est pour les jeunes, pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent profiter. On va rapprocher les CPEC jusqu'aux localités et on l'a fait maintenant un peu partout. Ces caisses, Inch'Allah, pour rien on peut agrandir, ces caisses d'épargne et de crédit sont des caisses qu'on débute avec 1,2 million, mais elles sont extensibles. Si vous avez besoin, l'essentiel c'est que vous remboursez et on va les élargir. Donc on va établir, Inch'Allah, la caisse de proximité et Inch'Allah la DDS également avec les CPEC qui vont faire les sensibilisations, les formations. Ils ont fait beaucoup de travail dans les GEA. La deuxième caisse, c'est la caisse de solidarité nationale. Cette caisse, on va mettre à votre disposition. Cette caisse de solidarité, ce que le gouvernement fait et veut, et c'est la politique du président de la République, c'est pouvoir aider la population. Quand vous avez besoin de quelque chose d'urgent, c'est vite l'utiliser. Ce qu'on demande seulement, c'est un plus, c'est de temps en temps également pour ceux qui peuvent alimenter pour que cette caisse ne puisse pas se vider. Et on va mettre, Inch'Allah, 500 000 sur la nouvelle caisse de solidarité nationale. Durant cette même journée, la ministre Ouloufa a été agréablement surprise quant à l'organisation et au fonctionnement de ce village situé dans une zone montagneuse et difficile d'accès. Les habitants d'Alaïli Dada ne cessent d'innover et de mettre en place des stratégies afin de subvenir aux besoins de tous, surtout dans le domaine agricole, raison pour laquelle des potagers où sont cultivés fruits et légumes pilules un peu partout dans le village, une façon de rester unis et solidaires, même durant les périodes les plus difficiles. La caravane de la solidarité organisée dans la semaine dédiée à cette cause poursuit son périple dans les régions de l'intérieur. Recap sur leur périple. Voici la ministre.
La Semaine nationale de la solidarité nous permet de se rapprocher plus de notre population, de voir de quoi ils ont besoin et également de savoir est-ce que nos programmes et nos projets que nous avons exécutés sont bien menés et sont bien exécutés et qu'ils satisfassent également à la population. Alhamdoulilah, nous sommes donc, comme vous l'avez dit, à la 3e étape qui est la 3e région après Ali Sabié, Dikil. Aujourd'hui, on est sur Arta. Donc, nous sommes vraiment très contents. Donc, c'est vrai qu'il y a une constante de cette tournée où nous annonçons certains nombre de choses qui sont déjà préétablies et qui sont déjà prévues par notre agenda. Et bien sûr, au fur et à mesure, comme vous l'avez vu, chaque région avait des doléances un peu particulières. Donc pour ce qui est de la constante, c'est que le ministère, comme il est orienté vers l'autonomisation, donc cette année, nous avons mis vraiment le cap sur les caisses rurales d'épargne et de crédit, c'est-à-dire c'est rapprocher vraiment les CPEC, comme vous l'avez entendu le président de la République lors du lancement, c'est vraiment rapprocher l'épargne et les crédits, les caisses d'épargne et de crédit aux populations rurales. Et donc c'est ce que nous avons fait maintenant, d'abord à Dikri, puis à Béad, puis après à Dikilville, vous avez vu les GEA. Puis après, on avait mis le cap sur Koutabouya et puis sur Sankal. Et sur ces 4 rurales, le milieu rural, en fait, ces 4 villages du rural, nous avons vraiment mis en place donc, les caisses d'épargne et de crédit qui nous tenaient vraiment à cœur parce qu'on souhaitait que les communautés développent un peu leur activité génératrice de revenus et qu'elles puissent avoir les moyens, en fait, de développer donc, leur savoir-faire. Ça, c'est la première chose que nous avons à chaque fois annoncée. Il y a également, comme vous l'avez suivi également l'année dernière, c'est vraiment élargir les caisses de solidarité d'une manière générale. Comme je l'ai expliqué dans mes différentes interventions, les caisses de solidarité, on ne souhaitait pas que la population se déplace pour des petits besoins. Donc ce qu'on a voulu, c'est leur rapprocher vraiment l'aide du gouvernement pour qu'ils puissent eux-mêmes être conscients et d'ailleurs gérer cette caisse, mais en même temps l'alimenter au fur et à mesure et cette caisse va leur permettre vraiment une résilience. Et puis après, si le besoin est encore plus grand, bien sûr, c'est là où nous interviendrons. La troisième chose que nous avons donc cette année comme nouveauté, c'est comme vous l'avez vu, on a fait la pose de première pierre à Ali Sabié, à Dikil. C'est vraiment notre siège social, mais en guichet, on dirait guichet unique ou guichet intégré, où il y aura tous les services. Pour l'instant, nous sommes domiciliés dans les conseils régionaux de chaque chef-lieu. Et là, on aura notre propre siège. On pourra mieux servir la population. On pourra avoir un service public vraiment bien établi et qui est toujours à l'écoute des populations. Donc cette pose de première pierre, elle concerne également les guichets intégrés, comme je le disais, mais également les stockages de proximité, les lieux de stock de proximité. Pourquoi ? Parce que vous avez vu avec Covid, avec Sagar, avec tous les chocs exogènes et endogènes qu'on peut subir, nous serons beaucoup plus près et beaucoup plus rapide dans notre action d'aide à la population. Et ça nous éviterait de ramener des camions de denrées de première nécessité à partir de la capitale. Donc voilà, ça aussi, c'est vraiment une grande fierté que nous puissions avancer sur ça. Donc ça, c'était 3. Et le 4 de notre constante de notre politique et qu'on est en train de faire la tournée dans les chefs-lieux, c'est notre collaboration et notre partenariat avec le ministère de la décentralisation à travers les conseils régionaux. Donc nous avons souhaité que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration bien sûr avec tous les conseils régionaux, que nous puissions créer au même titre qu'Ali Sabié. Vous avez dû le voir, Avas, c'est l'agence des voiries d'Ali Sabié. Et donc au même titre également que l'OVD de la capitale, il fallait que chaque région également puisse avoir sa propre agence de ramassage d'ordures pour rendre la ville plus attractive, chaque ville et chaque chef-lieu plus attractif. En même temps, il y a des femmes qui travaillaient dans ça. Ce n'est pas de les garder à la maison ou de leur faire perdre leur emploi, mais au contraire, c'est de les organiser, de créer une agence en bonne et due forme et qu'elle devienne une personnalité juridique en tant que telle et qui est rattachée à chaque conseil régional. Donc toujours dans la lutte contre la pauvreté, toujours dans l'autonomisation des populations et des ménages et des communautés. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités était vraiment enchanté de mettre en place ce projet qui était également à la demande des régions. Moi, je suis très contente et j'ai remarqué une seule chose, c'est qu'au début, on avait la crainte que les populations et d'appréhension que les populations n'acceptent pas qu'on arrête les filets sociaux,
enfin bien sûr qu'on ne va pas les arrêter complètement, mais qu'on diminue les filets sociaux pour augmenter l'autonomisation. On pensait que ça n'allait pas prendre et nous avons constaté, machallah, que nos populations, surtout le milieu rural, c'est des personnes vraiment très résilientes et conscientes du défi qui est le leur. Et c'est pour ça qu'on était très contents, vous l'avez entendu vous-même, à Dikri Abéadé, partout à Sankal, à Koutabouya, où ils se disent, d'accord, moins de filets sociaux, mais nous, l'essentiel, c'est qu'on puisse avoir des prêts, qu'on puisse avoir des fonds qui puissent développer, qui puissent nous aider à développer notre activité. Ça, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti et j'étais très contente. Et bien, comme vous avez dû le suivre, normalement, ces activités, vous avez vu là tout à l'heure quand on était tout de suite à Omar Jaga, les CREC avaient déjà existé. Ça veut dire qu'on les a déjà installés il y a 6 mois. Et là, on est venu, au fait, écouter si ça a marché. Mais bien sûr, les CREC, elles ont existé dans 12, 13, 14 localités. Et vous-même, vous savez qu'il y en a 200 et quelques. Donc, en fait, l'objectif, c'est qu'on continue. C'est vrai qu'on ne pouvait pas commenter directement avec 272 localités, donc nous en avons commencé. D'ailleurs, il y a 25 CREC qui ont été créés avant la semaine, donc bien avant, hein, ça fait 6 mois que nous avons instauré le système des CREC, et là, ça se développe. La semaine, ce n'est qu'une étape pour, si ça existe, d'écouter comment ça se passe, et si ça n'existe pas, de l'annoncer et de le créer. Voilà. Ensuite, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des Émirats Arabes Unis, Son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, a été reçu par Dr Tarifa Al-Zahabi, directrice générale du Centre international d'agriculture biosaline au siège du T-Centre à Dubaï. Lors de cette audience, le Dr Al-Zahabi a manifesté son intérêt à visiter Djibouti au mois d'avril 2024 pour discuter et étudier avec les autorités concernées les moyens de collaboration afin de transférer l'expérience du centre dans le domaine de l'agriculture biosaline et de trouver des cultures qui utilisent des techniques d'irrigation avec l'eau saline et qui pourraient s'adapter avec le changement climatique. Le lycée Guelbatal à Djibouti a fêté ses 20 ans d'existence et de qualité lors d'une cérémonie organisée le mardi 6 février 2024. Cette cérémonie a réuni les élèves, les enseignants, les parents, les anciens diplômés et les autorités éducatives du pays. Le lycée Guelbatal a été créé en 2003 avec pour objectif principal de contribuer à l'édification du système éducatif djiboutien en offrant une formation de qualité aux élèves pour garantir cette qualité. Le lycée a mis en place des mesures telles que la limitation du nombre d'élèves par classe à 30, l'offre de meilleures conditions de travail aux enseignants, l'encadrement pédagogique des professeurs, la maîtrise de flux scolaires. Le directeur général du lycée, M. Mohamed Farah, a prononcé un discours dans lequel il a rappelé l'histoire du lycée, ses réalisations, ses défis et ses perspectives. Il a également remercié tous les acteurs qui ont contribué au succès du lycée, notamment les élèves, les enseignants, les parents, les partenaires qui ont accordé des prêts successifs au lycée. Le lycée Guelbatal compte actuellement 1350 élèves répartis du primaire au secondaire. Il propose des filières générales et techniques, ainsi que des options linguistiques et sportives. Il se distingue par ses résultats scolaires, ses activités parascolaires et son ouverture sur le monde. Il est reconnu comme un établissement de référence dans le paysage éducatif djiboutien. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise de diplômes. Les participants ont exprimé leur fierté et leur satisfaction d'avoir fait partie de l'aventure du lycée Guelbatal. Merci à l'ambassadeur. Monsieur Mohamed Hussein, on va... représente la 9e vainqueur. On écoute le discours du directeur général du lycée Guelbatal. Il y a 20 ans, notre objectif principal était de contribuer à l'unification de notre système éducatif en créant un établissement de qualité pour accompagner sa réforme importante, son expansion sans précédent, comme suivi les États généraux de l'éducation nationale de décembre. Pour garantir cette qualité, nous avons décidé
dès la conception du lycée, de limiter le nombre d'élèves par classe en gardant la surface de salle des classes à 40 mètres carrés. Nos classes ne pouvaient donc pas contenir plus de 30 élèves. Nous nous sommes efforcés aussi à offrir à nos enseignants les meilleures conditions de travail dans un cadre fonctionnel et des équipements pédagogiques modernes. Nous leur offrons aussi un encadrement pédagogique qui nous a permis de former nos propres enseignants et de les retenir malgré la concurrence du public qui leur donne une carrière de fonctionnaire tant prisée chez nous. Nous accordons également une importance à la maîtrise des flux scolaires pour ne pas céder à la demande des parents à chaque rentrée scolaire. La croissance de nos effectifs reste maîtrisée. Nous avons mis 20 ans pour atteindre notre effectif de 1350 élèves. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts dans cette voie et à continuer d'investir sur la qualité et la modernisation de nos apprentissages en vue de maintenir les niveaux d'excellence de notre établissement ainsi que sa très bonne réputation. Je vous emmène au nord à présent où le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Hamad Abbas, et le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, s'est tenu une rencontre avec l'ambassadrice de France à Djibouti et représentant du PNUD, la représentante du programme alimentaire, au ressort Gadilé, en plein cœur des discussions initiées pour le développement local intégré et soutenu financièrement pour le programme des Nations Unies pour le développement. Une nouvelle infrastructure voit le jour afin de promouvoir. Le préfet, M. Mohamed Hamad, a remercié l'ambassadrice de France à Djibouti qui a pris l'initiative louable qui met en lumière le savoir-faire contribuant ainsi au dynamisme de l'économie locale et à la génération de futurs. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers le PNUD, acteur majeur du projet novateur. Parmi les invités de marque figurait la représentante du PNUD, la représentante du programme alimentaire mondial. Toujours à Tadjoura, un atelier organisé par l'association djiboutienne de l'évaluation sur l'utilité de la culture et la pratique de l'évaluation s'est tenu. L'ADE a poursuivi sa mission en se rendant dans la ville, dans le chef-lieu de Tadjoura. L'équipe composée du haut cadre de la fonction publique et des spécialistes de suivi et de l'évaluation a été chaleureusement accueillie au conseil régional de Tadjoura par le vice-président sous la direction du président de l'ADE, M. Hassan Saïd, accompagné de son équipe. Une présentation détaillée du programme et des objectifs de l'atelier a été exposée, regroupant les élus locaux, les représentants des différents services. Dans le cadre de la campagne de détection des jeunes talents, une équipe de techniciens se trouve depuis jeudi à Dikil. Ils ont eu l'occasion de rencontrer et discuter avec le préfet de la région d'Idikil et le président du conseil régional. Dans la matinée du jeudi, le chef de la délégation de la FDF, Mohamed Ali Afassé, directeur technique accompagné des techniciens Mohamed Younis et Ilyas, ainsi que du coach de la FIFA, M. Sébastien Duc, a rendu une visite de courtoisie au préfet de la région. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la Ligue régionale de football, l'inspecteur de l'éducation nationale pour la région et de l'ancien président du conseil régional. Après cette rencontre avec le préfet de la région d'Idikil, la délégation chargée de la campagne de détection a rendu une visite de courtoisie au président du conseil régional, M. Mad Hussein. Cette rencontre a été l'occasion pour le numéro 1 du conseil régional d'évoquer son passion de football et de mettre en exergue sa passion du ballon rond.
On écoute une intervention de l'extrait du préfet de la région de l'Unité. Nous avons reçu une délégation de la Fédération djiboutienne de football. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne d'identification et de sélection des jeunes talents footballeurs dans la région de Dikil. Cette détection et cette sélection a commencé hier, le 1er février, et se poursuivra jusqu'à aujourd'hui dans l'après-midi. Les jeunes talents footballeurs sélectionnés recevront une formation et un encadrement de la Fédération de football. Les meilleurs d'entre eux rejoindront l'Académie d'excellence du football à Djibouti. Cette campagne ou ce programme contribuera significativement au développement du football dans la région de Dikil en particulier et dans les pays en général. Nous remercions infiniment le président de la Fédération de football djiboutienne et son staff d'initier ce projet qui est si important pour notre jeunesse, qui contribuera à lutter contre les drogues ou l'oisiveté et qui développera le football djiboutien. À El Sabi à présent, où l'autorité intergouvernementale sur le développement a organisé un atelier d'évaluation rapide des droits de l'homme et des obstacles liés au genre pour l'accès aux services de TB dans les camps installation des réfugiés dans la région de l'Igad. Cette consultation nationale qui s'est déroulée à l'hôtel Palmeraie de la ville Assadjoug a vu la participation du préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, le président du conseil régional Chamarka Hassan Alaleh, Mme Fathi Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social de l'Igad. Cette réunion de validation de l'étude est une première dans ce domaine qui a été menée conjointement par l'Igad, le ministère de la Santé et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2023, dans le cadre du projet de l'Igad financé par le Fonds mondial. En effet, cette rencontre de travail entre les cadres du ministère de la Santé et les experts de l'Igad consacrée à la revue et validation de l'étude visant à déterminer les obstacles dans les domaines du genre et des droits humains qui freinent l'accès des réfugiés aux services de soins dans la lutte contre la tuberculose dans les camps des réfugiés en République de Djibouti. Dans les domaines du genre, des droits humains, en fait, qui freinent bien sûr l'accès des réfugiés aux services de soins dans la lutte contre la tuberculose dans les camps de réfugiés en République de Djibouti. Donc la présente étude, qui est aussi une première dans les domaines, a été aussi bien sûr menée conjointement par l'IGAD, le ministère de la Santé et aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2023 dans le cadre du projet qui est financé par le Fonds mondial. Une fois validés, les résultats de la présente étude ainsi que les recommandations que vous allez faire à l'issue de cette rencontre ici à l'Issabi seront aussi officiellement adoptés et communiqués aux différents, comme on dit, policiers organes de l'IGAD. On écoute à présent les propos du préfet de la région d'Ali Sabi. Cette étude a été financée par l'IGAD afin de permettre au ministère de la Santé de mieux connaître la situation et les problématiques qui peuvent régir dans le domaine de la santé. Donc, nous remercions l'IGAD pour cette action. Et l'IGAD accompagne en général les régions de l'IGAD pour les aider un peu à faciliter et à permettre le développement des régions de l'IGAD. Donc, c'est vraiment un appui important pour la région et pour le pays. Et le fait d'avoir choisi la région, le fait d'avoir déplacé cet atelier ici dans la région de Ali Sabih nous réjouit, Madame la Directrice, permettra aussi aux gens qui sont ici et aux autorités de la région qui abritent le camp le plus important des réfugiés dans la région de Ali Sabih, de mieux connaître, de mieux s'acquérir, de mieux s'approprier des actions qui se déroulent effectivement dans notre région. Et je déclare sur cet atelier ouvert.
Aux nouvelles mondiales, actualité à la une mentionnée dans les titres, en janvier 2024 a ainsi été le plus chaud de l'histoire mondiale, des relevés avec une température moyenne de 13,14 degrés Celsius, une hausse de 1,66 degrés Celsius par rapport à la fin des années 1800, soit avant l'ère pré-industrielle. Le précédent record pour un mois de janvier datait de 2020. Un record mensuel battu pour le 8e mois consécutif, soit depuis juin dernier. Pour la première fois, la température mondiale a dépassé une température de 1,52 degrés Celsius, plus élevée que les niveaux pré-industriels sur 12 mois consécutifs de février 2023 à janvier 2024, selon l'Observatoire européen Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Il s'agit de la moyenne de température mondiale sur 12 mois la plus élevée jamais enregistrée. Sécheresse, inondations ou méga-feux, en conséquence, les événements climatiques extrêmes se multiplient. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti et Goma Mubarak.